Bonjour Tozan. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me donner ce temps de parole. Vous êtes devenu moine zen le 15 septembre 2021, donc il y a presque 2 ans, au sein du monastère Antaiji, c'est bien comme ça qu'on prononce. Ouais, Donc c'est au Japon, c'est un monastère que vous aviez intégré en 2020, il me semble, et c'est l'un des temples les plus isolés du Japon, qui est dans la montagne. Alors, au niveau de la région, je crois que c'est pas trop loin de Kyoto. Et donc après 2 ans passés dans ce monastère, vous avez quitté donc ce monastère et vous poursuivez désormais votre pratique du zen à Kyoto, hein, dans une vie un peu moins reclus, on va dire. Et donc vous avez publié récemment un ouvrage intitulé Entre nuages et eau, le quotidien d'un apprenti moine zen. Donc c'est aux éditions Équateur. Et dans cet ouvrage, vous relatez votre expérience un peu hors du temps au sein de ce monastère. Où vous relatez la vie en communauté, les méditations, la cuisine, le ménage. Enfin bon, c'est assez varié et assez dépaysant. Euh, Personnellement, moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre qui est un peu différent des autres livres sur le zen, parce que là, c'est quelque chose de plus personnel. Puis c'est très bien écrit. Donc, voilà, ça, c'est merci. mon petit commentaire personnel. Jusqu'à récemment, vous aviez une chronique mensuelle au journal Le Monde, dans lequel vous partagiez vos réflexions sur votre quotidien, en fait, hein, à Kyoto, si je ne me trompe pas. C'est Donc, ça. j'ai une première question qui n'est pas très originale, mais qui permet de cadrer un petit peu tout ça. Est-ce que vous pourriez nous parler, pour vous présenter, de votre parcours, on va dire, philosophique et spirituel, ainsi que les différentes traditions ou maîtres qui ont influencé votre cheminement jusqu'à votre rencontre avec le zen? Eh ben, il y a beaucoup de manières de répondre, hein, mais c'est vrai qu'en général, j'ai l'impression que quand on demande à des pratiquants pourquoi ils se sont tournés vers le zen, soit ils donnent une réponse attendue et chronologique, bien organisée, à laquelle ils ont bien réfléchi, soit ils sont honnêtes et ils savent pas vraiment pourquoi ils se retrouvent là, quoi. Ce qui est souvent la réponse de moi, les différents maîtres à qui j'ai posé cette question aussi, pourquoi vous en êtes arrivé là, et vous avez surtout continué pendant 40 ou 50 ou 60 ans. En général, personne ne sait vraiment. Mm. Donc, je sais pas trop d'où ça vient, mais disons que en France, avant de partir au Japon, un intérêt pour la grande et vaporeuse question religieuse, on va dire, depuis tout petit, d'une manière un peu inexplicable. Et donc, j'ai eu je me suis beaucoup intéressé enfin, j'ai toujours eu une sensibilité, on va dire, pour la question religieuse. J'ai pas grandi dans une famille catholique ou pratiquante, Mhm. en tout cas. Donc, mais je sais pas, j'étais un peu sensible à la vue des cathédrales, au cimetière, à ce genre de choses qui appelaient peut-être une vie intérieure, en tout cas, que j'ai beaucoup trouvé aussi dans un parcours littéraire, notamment une appétence pour la philosophie, Mhm. que j'ai un petit peu creusé au cours de mes études. Et puis j'ai voulu, au bout d'un moment, m'engager dans une voie un peu plus pratique, on va dire, religieuse. Et venant d'une famille qui ne m'a pas transmis une tradition spécifique, j'ai un peu comme une sorte d'électron de la société moderne, fait mon grand menu des différentes spiritualités. Donc j'ai un peu cheminé, j'ai un petit peu cherché, et puis je suis tombé sur le zen qui m'intéressait à plusieurs abords, à la fois philosophiquement, parce que durant mon cursus de philosophie, alors j'ai pas fait uniquement de la philosophie pendant mes études, mais Mhm. j'ai été amené à étudier Martin Heidegger,
qui a beaucoup travaillé avec des philosophes japonais qui étaient eux-mêmes pratiquants du zen. Donc c'est par là la première fois que j'ai entendu parler vraiment de cette tradition. Donc c'est ni par au départ c'était vraiment quelque chose d'intellectuel et qui m'intéressait parce que je voyais quelque chose de très différent, de presque incompréhensible par rapport aux traditions occidentales. Et puis bon j'ai creusé cet intérêt, j'ai cheminé, j'ai rencontré des gens et puis je suis tombé sur je me suis dit au bout d'un moment bon faut peut-être un peu s'asseoir et voir comment ça se passe au niveau de la pratique parce que ça aurait pu en rester un intérêt intellectuel, mais Mhm. moi j'avais un besoin plus personnel, on va dire, qui était donc c'était donc j'ai été dans un dojo zen à Paris, je fait zazen la première fois, et puis je me suis senti à la fois un peu comme chez moi, et en même temps j'ai pris conscience, sans trop pouvoir le dire, qu'il y avait quelque chose à creuser, entre guillemets. Il y avait quelque chose derrière tout ça sans savoir bien définir ce tout ça, quoi. Et donc, j'ai continué. Euh, et puis, assez rapidement, alors peut-être parce que j'avais beaucoup d'illusions sur la pratique ou parce que j'avais pas rencontré beaucoup de, je sais pas, peut-être pas les bonnes personnes ou donc je me suis vite rendu compte. Encore une fois, c'est un discours qui m'est personnel. Hein. Je dis Mhm. pas, c'est pas une critique générale, mais en tout cas, moi, la manière dont les choses m'étaient enseignées et m'ont été présentées en France, enfin, à Paris, dans les groupes que je fréquentais, donc c'est très restreint, mais me convenait pas personnellement à ce moment-là où j'en étais dans mon cheminement. Et donc, j'ai fait le choix de voir un peu comment ça se passait sur place, de voir un zen un peu en contexte, on va dire. Et donc j'ai fait le choix de partir au Japon. Alors, c'était pas j'avais un intérêt aussi général hein, pour la culture japonaise. Ça s'intégrait on va dire, dans quelque chose de plus vaste, Mhm. mais du coup, je suis parti à Kyoto, où là, j'ai étudié le japonais, et puis ça m'a permis, alors, bon, les Japonais sont assez stricts au niveau de l'immigration, donc j'avais mon petit visa étudiant dans les règles et tout ça, et puis j'étudiais le japonais, et puis ça me permettait d'avoir du temps pour rencontrer des gens, en fait, hein, rencontrer des moines, aller dans les temples. J'ai choisi Kyoto en grande partie pour ça, pour la profusion de temples et le côté très traditionnel qu'il y a à la ville. Et puis de rencontre en rencontre, j'ai commencé à plus pratiquer, à trouver des lieux pour faire des sessions, pour faire des pratiques un peu plus longues, plus appuyées, rencontrer aussi des moines d'autres traditions. Donc voilà, ça s'est fait à peu près sur une durée de 2 ans, on va dire, où là j'étais un pratiquant on va dire, laïque, un peu impliqué. Et puis, je continuais à étudier le japonais à Kyoto, en fait. Et puis, au bout d'un moment, j'ai voulu, on va dire, passer l'étape un peu supérieure et pratiquer vraiment, consacrer du temps pour rentrer dans un temple et vivre, entre guillemets, 24 heures sur 24 dans un lieu de pratique. Et donc, mais ce que vous avez dit, en fait, hein, j'ai passé 2 ans dans ce petit temple. Et puis, donc, la vie monastique. Et puis après, je suis sorti de ce temple au bout des 2 années où je suis du coup devenu moine, hein, ce qui n'était pas non plus obligatoire. Mhm. Mais j'ai fait ce choix-là. Et puis après, je suis sorti du temple et je suis revenu du coup à une vie un peu plus laïque. Alors, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais moi, le temple où je l'explique un petit peu dans le livre, hein, mais où j'étais, c'est un temple qui est quand même assez spécial dans son fonctionnement. Il n'est pas représentatif, on va dire, du petit temple lambda qu'on trouve au Japon. La plupart des gens qui étaient avec moi n'étaient pas de famille de moines. Mhm. Au Japon, alors c'est pas toujours le cas, mais l'immense majorité des moines le sont par tradition familiale. Donc là, j'étais avec des gens qui avaient entre guillemets choisi cette voie-là, avec avec tous un peu des parcours un peu différents, des âges assez différents, un temple qui était mixte.
et qui insistait beaucoup sur la pratique du zazen, l'étude des textes et la vie agricole, là où d'autres temples de formation vont plutôt insister sur la liturgie pour former des moines capables de faire des cérémonies funéraires assez propres, on va dire, une fois qu'ils seront rentrés dans leurs temples familiaux. Donc, en tant qu'outsider du système, j'avais pas de temple à hériter, comme tous les gens qui passent par ce Mm. temple-là. Et donc, quand on sort, il y a, en gros, il y a la possibilité d'intégrer le clergé et de faire 30 ans dans un gros temple institutionnel japonais, ce qui n'était pas vraiment mon choix, ou de retourner à une vie un petit peu plus laïque, comme finalement la plupart des moines en Occident. Mm. Et donc de travailler et de composer sa pratique, et voilà. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui, quoi. Donc vous êtes toujours moine, mais dans la ville, quoi, un peu. Voilà, exactement. Et Je ne vis pas dans un temple, d'accord. si c'est la question. Et alors, qu'est-ce que ça implique, cette vie de moine? Alors déjà, j'imagine qu'il y a deux aspects dans le temple et en dehors du temple. Donc, en dehors du temple, aujourd'hui, donc vous avez une vie de famille, vous travaillez, donc comment ça se passe? Ah bah ça se passe comme tout le monde. Mm. Ça se passe que je me lève le matin. Alors évidemment, ma journée, elle est rythmée par la pratique de zazen, par l'étude des textes. Évidemment, c'est complètement impossible, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des temples, de suivre une ascèse de temple dans la vie normale. Hein. C'est juste, ou alors si vous faites ça, vous êtes fou, quoi. Parce que faire des séchines ou à consacrer autant de temps aux zazen, bon déjà, en termes de temps disponible, c'est pas possible, mais surtout, un temple, c'est entre guillemets extrêmement facile de pratiquer le bouddhisme dans un temple. Enfin, tout est Mm. fait pour. Donc, c'est un lieu qui est privilégié pour s'y consacrer pleinement. On ne peut pas avoir la même pratique et la même implication. Mais finalement, alors c'est une question qui, moi, comment dire, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons qui m'ont poussé à rentrer dans le temple. Je m'intéressais beaucoup aux zazen et à l'expérience que je pouvais avoir pendant zazen, et j'avais du mal à voir le lien avec ma vie quotidienne. C'est-à-dire que je faisais des séchines, je faisais mes petits zazen, et puis quand je sortais de là, je revenais dans un quotidien normal, et finalement, la connexion n'était pas très claire, pas très nette. Et au temple, en fait, j'ai appris à vraiment relativiser ça, en fait. Le zazen devient une routine, ça s'intègre dans un quotidien, on fait ça tous les jours. Il y a des moments où on le fait de longues heures, mais ça devient très banal. On redescend un peu, Mm. ça devient moins extraordinaire, entre guillemets. Mais je pense que c'est classique pour tous les gens qui rentrent dans une tradition, hein, même au-delà de la tradition bouddhique. Hein. Mais et puis j'ai compris beaucoup plus l'ajustement entre la vie quotidienne et la vie plus ascétique, on va dire. Donc les choses s'articulaient assez bien. Et quand je suis sorti du temple, finalement, j'ai continué à vivre dans ce même esprit, sans pouvoir évidemment avoir le même planning, quoi, ce qui est Mm. évident. Donc aujourd'hui, ben, oui, je travaille, j'écris. Alors j'ai toujours aimé écrire, hein, même avant, quand j'étais étudiant, j'écrivais même bénévolement pour différentes revues, etc. Donc par exemple, les chroniques du Monde ou différents articles que je publie pour d'autres revues qui sont beaucoup moins connues que Le Monde. Mm. Euh, mais je sais parce que globalement, c'est ce que je sais faire, donc voilà. J'avais longtemps hésité même à être professeur de philosophie pendant mes études, donc j'aime bien aussi enseigner, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas rendre accessible, mettre un pont, essayer de créer des connexions avec des pratiquants. Et le livre qui était un peu, qui n'était pas un projet d'ailleurs vraiment de départ, hein, de faire un livre sur ça, mais ça m'a permis surtout de rencontrer des gens, d'être en connexion avec beaucoup de personnes qui pratiquaient en France, et c'était très intéressant, même surtout pour moi en fait. Mais, euh, mais donc c'est une vie assez classique. Alors après, évidemment, moi je pratique dans plusieurs petits temples à Kyoto, dans la tradition zen. Le fait d'être à Kyoto aussi,
Alors, en passant par le temple, je me suis fait beaucoup d'amis qui sont dans des cercles zen, si vous voulez. Donc, ça Mm. m'a aussi connecté à ce monde de manière un petit peu plus institutionnelle. Donc, à partir de là, quand je suis revenu sur Kyoto, j'avais aussi des gens à qui m'adresser. J'étais un petit peu plus. Et puis, le fait d'avoir été ordonné moine et d'avoir fait une formation monastique dans un temple, pour les Japonais, alors c'est peut-être très formel, hein, mais c'est important. C'est-à-dire que Mm. vous leur dites que vous êtes moine d'une telle tradition, que vous avez passé 2 ans dans tel temple, vous donnez le nom du temple, etc. Tout le monde se détend, ça va bien, et on vous ouvre la porte et tout se passe beaucoup plus facilement. Donc, votre vie est plus simple quand vous êtes ordonné que quand vous êtes un simple laïc qui veut pratiquer un peu plus intensivement dans un temple. Euh, donc et les Japonais adorent discuter des heures sur quelle école fait quoi, etc. Faire des petites comparaisons comme ça de catégories. Donc ça m'a aussi beaucoup ouvert des portes en fait, ça m'a simplifié les contacts, même avec des traditions différentes, hein, des moines de l'école Obaku, une petite branche très minoritaire du Zen, ou dans l'école de la Terre pure par exemple, qui est très présente à Kyoto. Mais et donc voilà, donc je suis le calendrier liturgique classique, je pratique dans ces espaces, et puis après je travaille, j'écris et je suis pas. Pour moi, comme je disais, c'est devenu une sorte de routine, un truc un petit peu Mm. ordinaire. J'ai pas en tête, il faut que je sois un moine zen et j'agis comme un moine zen, et ça m'occupe pas vraiment l'esprit, quoi. Mm. Mais mais donc voilà. Alors après, la petite différence qu'il va y avoir, c'est que les moines zen qui sont en Occident et qui ont un travail et enfin, je veux dire, qui sont intégrés dans la vie quotidienne et qui pratiquent, ils pratiquent peut-être d'une autre manière, parce que moi, les groupes auxquels je peux participer sont au Japon, avec des Japonais, et donc ils ont un rapport à la pratique religieuse qui est évidemment assez différente. C'est-à-dire que le zazen n'est pas une priorité, autant en tout cas que ça pourrait l'être en France en tout cas. Mm. Je parle dans les groupes Zen Soto, hein. Mm. Mais la question des rituels religieux liés aux ancêtres, aux commémorations, aux rituels funéraires, etc., il y a une grande place. Et donc ça influe parce qu'évidemment les gens qui sont là, ils le sont c'est des laïcs qui ont des questions et des envies et des motivations qui sont très différentes. Ce qui n'est pas du tout un mal, hein, mais sociologiquement c'est très différent. Donc c'est peut-être la petite différence, on pourrait dire, avec un moine classique en Occident, mais au-delà de ça, sur mon emploi du temps réel, ça change pas énormément, je pense. Est-ce que ça vous manque pas, le temple? Quand j'ai lu votre livre, j'allais dire votre roman, parce que c'est écrit comme un roman. Enfin, c'est un roman d'aventure, enfin, je l'ai lu comme ça. Et enfin, d'aventure et un petit peu il y a pas mal de péripéties, je trouve. Mais à la fin, on a l'impression que vous n'avez pas de regrets ou qu'il y a quelque chose qui avait été terminé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça vous manque pas d'avoir quelque part ce cadre idéal pour pratiquer? C'est une bonne question. Euh, je- alors, j'aurais peut-être pas répondu la même chose 5 minutes après être sorti du temple, mais je pense qu'avec le recul, c'était un temps qu'il fallait passer. Et en fait, une fois que vous avez quitté un temple, surtout dans la manière dont c'est géré à Antaiji, à l'époque où moi j'y ai été, hein, parce que la baisse, enfin, ça avait changé, donc la discipline a beaucoup changé, ça s'est un peu japonisé dans le style, on va dire, Mhm. donc c'était assez rigide. Euh, et donc, quand vous quittez ça et que vous vous réhabituez à une pratique plus douce, euh, c'est difficile de revenir, hein. Euh, Ça, c'est ce D'accord, que beaucoup de moines qui sont passés par Antaiji font ce constat-là, hein, quel que soit leur parcours, hein. En général, une fois que vous avez terminé, vous ne revenez pas. d'accord. Mais c'est vrai que le cadre est parfait. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire une semaine de 15 heures de zazen comme ça en continu tout seul dans votre chambre. Mais est-ce Oui, que c'est c'est ça. l'objectif? Je suis pas sûr. Donc moi, je suis passé par là. J'ai eu
à la fois des joies et des difficultés dans cette expérience. C'était très intéressant. Ça m'a permis d'enraciner ma pratique, en fait, pour la suite. Mais j'ai pas le regret de revenir, on va dire, au temple là. Mais je reste en connexion avec le temple. J'ai beaucoup les moines avec qui j'ai pratiqué. Pour la plupart, je suis encore en contact avec eux et on se voit, etc. Donc, c'est l'avantage des petites structures comme ça, assez isolées, où il y a un travail agricole aussi assez important. C'est que on a une sangha, en fait, un groupe de pratique, ce qui est globalement inexistant dans les temples de formation japonais où les moines en fait viennent se former pour revenir dans leurs temples familiaux. Donc en fait, ils y vont comme on irait au service militaire, c'est-à-dire ils font leur formation, ils font leurs années et après ils ont leur petit tampon et choup, ils repartent. Donc il y a très peu de communautés, on va dire. Alors ça, c'est le grand point, enfin le grand avantage de l'Occident pour le coup, où là il y a des gens très impliqués qui s'engagent dans même des tout petits groupes et ça crée un lien très fort sur des années. Au Japon, c'est beaucoup plus lâche. Donc, je parle dans les temples de formation, hein, vraiment. Mhm. Et puis après, il faudrait nuancer parce qu'il y a aussi des moines qui viennent de traditions familiales, mais qui sont très impliqués, qui sont passionnés par le bouddhisme. Hein. Donc, on pourrait nuancer à l'infini, mais c'est vrai que souvent, vous allez dans les grands temples type Eheji, le Sojiji, vous rentrez là-dedans, vous faites 2, 3 ans, et puis quand vous ressortez, bon, c'est bon, vous avez fait vos petits zazen, vous vous êtes pris la bonne discipline bien rigide, là, vous êtes calmé, et puis vous rentrez dans le temple familial, et là, vous avez une vie un peu plus tranquille, et vous n'avez pas forcément envie de rappeler tous les copains pour vous remémorer les fois où Mhm. c'était un peu sec. Donc l'avantage dans le taiji, c'est pour ça que c'est qu'il y a les conditions pour créer une communauté en fait quand on sort du temple. Donc ça maintient la pratique. Là où beaucoup de moines zen, même zen, hein, une fois qu'ils ont sorti de leur période de formation, ne pratiquent presque plus le zazen. Mhm. Donc, ou alors ils le pratiquent d'une manière différente, c'est-à-dire qu'une fois par semaine ou une fois par mois, en fonction des temples, ils vont faire un zazen un peu comme on ferait un service liturgique, c'est-à-dire ils vont faire un rituel, un service aux populations. Donc ils vont ouvrir le temple, ça va être accessible, les gens vont venir, ils vont faire zazen, paf, petite cérémonie, et ensuite c'est terminé et on retourne aux activités du temple. Donc c'est vécu de manière très différente. Alors moi je porte pas forcément un jugement de valeur sur ça. Hein, Mhm. Bon, alors j'ai choisi un temple qui était un peu énervé au niveau du zazen, donc évidemment c'est aussi cet aspect-là qui m'avait intéressé, mais enfin moi j'ai rencontré beaucoup de moines qui étaient très très impliqués dans le zazen au moment de leur formation et c'était tellement intense au moment des temples que quand ils sont sortis, ils pouvaient plus retrouver le cadre propice à une pratique plus calme, plus sereine. Ils pouvaient plus faire zazen 1 heure ou 2 heures dans la journée, le matin ou le soir, tranquillement chez eux. Parce qu'en fait, ils avaient pris des heures et des heures de zazen sans dormir, et donc en dehors de ce cadre-là, c'était plus possible, quoi. Mhm. Donc et puis à l'inverse, il y a des gens addicts au zazen. Mais c'est donc ça me manque pas particulièrement, mais c'est vrai que par exemple encore aujourd'hui, il y a toujours un coin de mon esprit où je suis encore dans le temple, si vous voulez. Mhm. Et en fait, bon, alors nous, c'est ce qu'on nous répétait souvent, hein, le vrai temple, c'est la société, c'est l'ensemble du monde, c'est des choses qui sont assez courantes hein, dans les milieux zen de parler comme ça, mais on nous incitait beaucoup plus à sortir du temple qu'à y rentrer, en réalité. En nous disant que vous soyez moine ou pas moine, qu'est-ce qui va en ressortir de tout ça, comment vous allez réintégrer la vie normale, etc. En sachant évidemment que dans ce temple, tout le monde ne va pas récupérer, enfin les gens ne vont pas récupérer un temple, Mhm. ne seront pas abbés d'un petit temple de famille. Donc cette question d'agir en tant que moine ou en tant que pratiquant d'une voie de bodhisattva, se poser avec une plus grosse acuité que quelque chose de très institutionnel en fait. Mais, euh, mais au-delà de ça, ouais, je,
En fait, on s'en rend pas forcément compte quand on est dedans ou quand on sort juste du temple, mais ça infuse quand même Mhm. en vous et ça a des conséquences assez nettes. Donc là, pour la manière dont je vivais avant de rentrer au temple et la manière dont je vis après, elle a changé, on pourrait dire. Mais elle a changé sans que ce soit un truc très cadré, très rigide. Ça a changé presque sans que je m'en rende compte, en fait. Mhm. C'est un cheminement, hein, ça s'est pas fait de manière trop brutale non plus, hein. Vous avez abordé beaucoup donc le mot zen, le mot zazen, le mot bodhisattva. J'aime bien j'aime bien la définition. Même si c'est difficile de définir ce genre de terme. Déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que le zen d'un point de vue général? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Enfin, et à quoi ça sert? Voilà, rien que ça, rien que Euh, ça. ouais, rien que ça. Euh, Il y a, il y a plein de manières d'aborder le truc, quoi. Qu'est-ce que c'est que le zen? Euh, Il y a une manière de pratiquant qui serait de dire on s'assoit ou en tout cas on suit une voie et on se met face à soi-même d'une certaine manière par la pratique, dans une approche assez directe. Euh, donc ça, évidemment, ça implique pas nécessairement une pratique religieuse. Encore faudrait-il qu'on redéfinisse le mot religieux, mais ça implique pas nécessairement. Ça met surtout en question en tension, en tout cas, la question de la vie intérieure. On ouvre cette grande question, on s'engouffre dedans sans forcément avoir une réponse, mais on vit cette grande question qui est tendue par la pratique, en se confrontant directement à sa faillibilité, à ses illusions, à tout ce qui fait qu'on se retrouve un peu par ce concours de circonstances bizarres assis sur un coussin en face d'un mur, quoi. Donc il y a ce truc-là. Et puis après, il y a des réponses qui peuvent être plus orthodoxes ou doctrinales, hein, le zen comme branche spécifique du bouddhisme, avec sa tradition, ses patriarches, ses moines, ses rituels. Il peut y avoir une réponse aussi qui est historique, hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi revenir à des approches parfois qui sont un peu sociales ou historiques de la pratique, parce que j'ai l'impression que ça permet d'ouvrir et de nuancer beaucoup les choses. C'est peut-être ça qui m'avait à l'époque aussi beaucoup manqué en France, où je voyais des pratiquants, des moines qui avaient un discours assez passionné Mhm. et très absolu. Alors encore une fois, c'est les personnes que j'ai rencontrées, hein, mais j'avais beaucoup de choses comme le vrai zen, il est là, il faut pratiquer dans le zen, il n'y a que le zazen, des mots très comme ça. Et puis vous arrivez au Japon et en fait le zen, c'est une sorte de petite école un peu bizarre parmi plein d'écoles bouddhistes. Les Japonais, ça s'inscrit dans un paysage mental un peu lointain et flou. Ils ont même du mal à savoir si le zen, on parle de Rinzai, bon, il y en a la moitié qui savent globalement ce que c'est, l'autre il pense que c'est une spécialité d'omelette. Enfin, Mhm. donc, Ça me donc fait quand même il y a pas mal comme spécialité. Ouais. Mhm. ouais, c'est c'est épicé. Et, euh, et donc et puis ça fait plutôt appel à quelque chose de strict, de rigide. Vous dites le mot zen à un japonais, il voit plutôt la sévérité. Et vous dites le mot zen à un français moyen, il voit quelque chose d'assez serein, d'assez détendu. Donc, et puis les Japonais vivent dans un monde avec beaucoup d'écoles très différentes qui coexistent plus ou moins. Et quand on regarde l'histoire bouddhique, on voit que ces branches du zen, elles sont aussi gérées par des gens qui étaient très impliqués dans d'autres branches bouddhiques, que les moines, alors surtout à l'époque médiévale, passaient d'une école à l'autre facilement, qu'il y avait un niveau d'érudition très haut avec beaucoup de nuances. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut relativiser chaque tradition et dire que c'est open et qu'on peut tout mélanger, hein. Mais il y a une sorte d'ouverture. Donc la question de l'orthodoxie
et du vrai zen et du zen authentique, etc., se pose avec moins enfin, c'est pas une question en fait, c'est pas Mhm. vraiment le débat. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette ambiance-là. Donc, c'est vrai que le fait aussi de voir le zen comme un mouvement historique, avec ses branches, ses moines, ses conditionnements, ses particularités à telle ou telle époque, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir des occidentaux qui ont leur propre conditionnement dans des temples japonais qui sont eux-mêmes très modernes dans leur approche de la pratique, ça permet de relativiser à la fois sur le zen en tant que mouvement dans le Japon ou dans l'Occident, mais aussi de relativiser ses propres illusions sur la pratique elle-même, d'éviter de jouer au vrai moine en fait. Mhm. Et quand on étudie l'histoire ou la sociologie du bouddhisme, on se rend compte que bon, en fait, l'histoire de chercher une réponse avec une vérité dans le bouddhisme zen, c'est quelque chose qui est très relatif, quoi. Donc, moi, je vois ça comme après, il y a beaucoup enfin, de moines zen qui s'intéressent assez peu à la question du zen. Hein. Mhm. Dogen était d'ailleurs pas particulièrement à l'aise avec le mot zen. Bon, c'est pas, je suis pas sûr qu'il faille se crisper autant sur le zen, etc. Mais bon, un bouddhiste dirait c'est un moyen habile, quoi. Il y a un moment, il faut utiliser des mots avec des définitions flottantes pour parler de quelque chose. Et puis après, avec la pratique, voilà, la plupart des moines hein, qui étaient avec moi à Antaiji se considèrent pas comme des moines zen, se considèrent comme des moines bouddhistes, comme des Mhm. pratiquants bouddhistes avant tout. Mais la question de savoir s'ils sont dans le zen ou pas dans le zen, ou qu'ils suivent le tel code, etc., mais c'est pas vraiment un débat, en fait, ils pratiquent. Et même dans le zen soto, Mhm. il y a une telle palette et une telle diversité de traditions et d'approches qu'on voit un peu aux États-Unis, par exemple, où il y a différents moines et une grande diversité de traditions, parce qu'il y a des moines japonais de différentes sensibilités Mhm. qui ont établi des dojos historiquement. En France, on le voit un petit peu moins parce que c'est vrai que ça a été vachement centralisé autour de Deshimaru. Donc, donc il y a moins cette diversité, mais c'est vrai que bon, le zen, je sais pas s'il faut. C'est bien parce que voilà, il y a une approche, mais ensuite les choses elles s'ouvrent et elles deviennent un peu plus sereines. Moi, c'est mon expérience personnelle, mais c'est vrai que quand on ouvre un livre sur le zen, on arrive par le zazen, c'est un peu entre guillemets séduisant et on a c'est à la fois je pense que pour un pratiquant occidental très loin du bouddhisme, ça faut pas l'oublier quand même hein, en tant qu'occidentaux on est quand même assez loin, on a des conditionnements même si on n'est pas forcément chrétien mais on a des conditionnements chrétiens et en tout cas on va dire européens qui sont forts en termes culturels, donc on est quand même assez loin, donc arriver avec une sorte le truc très brutal de la méditation, d'un coup, boum, et puis on est dans le bouddhisme, c'est à la fois très dangereux et en même temps une introduction incroyable. Parce que si on vous parle directement de sutras ésotériques de l'école Shingon, alors là, vous allez perdre tout le monde, quoi. Donc mais c'est pas naturel d'un point de vue bouddhique de commencer la pratique par la méditation. Mhm. Donc, donc le mot zen, il a une sorte de puissance évocatrice à ce niveau-là. Mais une fois que vous êtes installé dans une pratique, que tout s'est un peu, un peu détendu, bon, bah, ça devient une. En fait, pour un moine lambda au Japon, moi je dirais que le zen, c'est une école du bouddhisme japonais. Puis voilà, ça s'arrête là. Et ensuite, on parle de la vie. Donc, mais on pourrait en parler des milliers d'heures. Hein, mais... Alors, justement, il y a donc ce mot, la pratique de zazen. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette méditation? Est-ce que c'est une technique particulièrement compliquée? Enfin, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Alors, je suis pas. Alors moi, j'ai vraiment commencé la méditation entre guillemets euh, par le zazen. Donc, j'ai pas une très bonne connaissance d'autres types de pratiques méditatives, que ce soit au sein du bouddhisme ou de la méditation laïque ou de. Euh, dans le cas du zazen,
Bah, je dirais que moi, ce qui m'a au départ séduit, c'est cette, bon, au-delà de la posture, etc., mais c'est une approche où il n'y a pas d'objet particulièrement fixe sur lequel on réfléchit. Euh, il y a beaucoup d'écoles, hein, même dans le bouddhisme japonais, où on va avoir euh, une figure du Bouddha, un mandala, un support, on va dire, qui va aider à fixer la méditation. Donc moi, en fait, l'idée un peu, entre guillemets, un peu punk de s'asseoir et de rien faire du tout, je trouvais ça absolument incroyable, parce que c'était le seul espace de pure gratuité qu'on pouvait avoir dans un monde qui bricolait et récupérait tout, à tous les niveaux, au-delà du niveau juste marchand ou économique, hein, j'entends vraiment à tous les niveaux. Euh, et donc le fait de faire zazen sans avoir un objet euh, vous montre à quel point votre esprit est un espèce de gros carnaval et vous mentez en permanence à vous-même. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous allez sortir du mensonge, mais déjà vous voyez ça. Vous voyez assez bien l'espèce de folie dans laquelle vous êtes. Le processus, on peut l'observer. Après, sortir de ça, là, c'est toute une autre histoire. Mm. Mais je trouve que on le voit bien en fait. Moi, les premières fois que j'ai fait zazen, le fait de s'asseoir. Alors, il y a aussi différents styles, hein. Le style où j'ai été dans le temple, c'est un zazen qui est le style de Kodo Sawaki et du Chiyama Roshi, donc c'est un zazen silencieux. Il n'y a pas d'enseignement durant le zazen. C'est des zazen qui sont assez longs. Et il y a des séchines aussi qui sont assez longues. Donc Mm. tout ça contribue, hein, aussi à un état durant le zazen. Mais on a le temps, on va dire, et on se rend compte qu'on est incapable de faire un truc extrêmement simple, c'est-à-dire juste rester tranquille en s'asseyant. Et alors c'est possible si on est détendu pendant une demi-heure et qu'ensuite on retourne à l'activité, etc. Mais quand ça devient vraiment insistant, là c'est toute une autre histoire, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est ça l'intérêt, enfin en tout cas au départ, s'il y a un intérêt, parce qu'on dit beaucoup que le zazen se fait sans but, euh, mais je pense que tous les gens qui se tournent vers la pratique au départ ont un objectif, qu'ils Mm. soient dans la souffrance, qu'ils aient un objectif spirituel. Alors petit à petit, en pratiquant, on va dire que le zazen, comment dire, fatigue tout ça, et donc votre objectif, il s'en va. Ça devient Mm. plus vraiment important. Mais moi, tous les gens que j'ai rencontrés qui se sont tournés vers ça, alors peut-être que la plupart des gens que j'ai rencontrés aussi se sont directement tournés vers une pratique assez intense. Mhm. Donc, si vous posez la question à un pratiquant qui est rentré dans la pratique de manière assez lente et douce, peut-être qu'il aura une autre réponse, hein. Mais, euh, je pense que la plupart des gens cherchent quelque chose, à minima, et ont un objectif de réalisation à travers la méditation. Et en voyant que ça marche pas, que ça se dérobe toujours, et qu'on s'aperçoit vite d'une fait de ne pas avoir d'objet méditatif, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de moines, hein, qui considèrent que c'est pas une méditation, qu'on peut pas vraiment appeler ça de la Mm. méditation. Mais, euh, mais donc, on déconstruit un petit peu tout ça et puis on arrive à voir assez nettement euh, la mécanique mentale un petit peu folle. On revient au corps, à la respiration, euh, à des choses à la fois où on a une sorte de grande ligne comme ça, de présence. Euh, et puis, en permanence, l'esprit qui s'enfuit du corps, quoi, qui veut nous amener autre part. Et le zazen, pour moi, c'est une définition peut-être un peu personnelle, mais c'est pas le fait de stationner dans un état de présence et de conscience très net. C'est le fait d'y revenir. C'est-à-dire on s'écarte tout le temps, et pouf, il y a un moment. Alors au début, on s'écarte tellement, là, on est en train de penser au menu enfin, on est dans des trucs. Et puis en fait, bon, on revient, et puis au bout bah, il y a la fatigue aussi, hein, parce que quand vous êtes dans un temple intensivement, vous dormez aussi pendant zazen, hein. Mhm. On pourra en parler, mais vous n'êtes pas focus en permanence, hein. Mais, parce que, mais disons que ça, voilà, vous revenez.
sur un état, en fait, en permanence. Et ces espèces d'oscillations, de petits allers-retours que moi j'appellerais faire zazen, en fait. Mm. Pour moi, ce serait ça, ce serait revenir vers un état de présence. Alors idéalement, faut pas partir trop loin, quoi. Mais en tout cas, le fait de voir que votre esprit s'échappe tout le temps de votre corps, je sais pas s'il faudrait le formuler comme ça, mais que vous êtes distrait, que le divertissement est quelque chose de gigantesque à tous les niveaux, c'est qui vous fait fuir votre condition, en fait, même indépendamment de votre volonté. Mm. Euh, Ça, on le voit très, très nettement, à mon avis, dans des zazen, notamment des zazen longs et silencieux, où quelque chose, au bout d'un moment, craque. Et puis après, vous lâchez l'histoire, vous faites zazen. Donc, c'est toujours drôle de parler à des pratiquants qui viennent d'arriver au temple, par exemple, et qui font leur toute première séchine. Et puis de parler, moi j'ai pu discuter du zazen, il y a le Honda Loshi, qui est le dernier disciple de Kodo Sawaki, qui est encore vivant, qui a un petit temple à Kyushu, mais aussi des disciples de Uchiyama Loshi, qui venaient régulièrement pour faire des petites commémorations. Ils ont un rapport au zazen qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui vient d'entrer et de rentrer dans la pratique. Donc, on dit des fois de manière un peu pompeuse que le zazen, tous les zazen sont différents, que le zazen, ou alors que tous les zazen sont les mêmes, etc. Mais à la fin, si vous êtes vraiment honnête, moi j'ai l'impression quand même que le zazen de quelqu'un qui rentre dans la pratique, qui expérimente la première fois la douleur, son corps, son agitation, et le zazen de quelqu'un qui, pendant 60 ans, en a fait sa vie. C'est pour ça qu'Uchiyama, il disait, il faut s'asseoir 10 ans, s'asseoir 10 ans, et puis encore s'asseoir 10 ans. Enfin, c'était ce que lui-même d'ailleurs n'a pas fait. Mm. Mais, euh, mais c'est cette idée d'enraciner ça dans une pratique ordinaire. Et une fois que le zazen devient très très banal, les choses se calment et vous avez moins faim d'une certaine manière. Et la plupart des moines même dans le taiji, qui sont aujourd'hui assez âgés, vont faire zazen une fois par semaine, par exemple. 1 heure par semaine. Vous dites donc il n'y a pas de but, c'est quelque chose de très banal quelque part, ça devient quelque chose de. Mais donc, et l'éveil dans tout ça alors? Parce que bon, j'imagine que quand on arrive là-dedans, on se dit quand même, bon, bah, je vais peut-être devenir un Bouddha, ça peut être sympa. Enfin, et là, où c'est tout ça là? Parce que moi, je l'entends pas là. Donc, comment ça Euh, s'organise? alors, le Bouddha, comment devenir Bouddha en 5 leçons? Ouais, de préférence Ouais, rapidement. de préférence rapidement, Ouais. ouais, et puis gratuitement aussi. Alors, les... bon, alors il y a des réponses traditionnelles, classiques, l'éveil bouddhique, la sortie de la réincarnation, etc. Mais au-delà de ça, si je peux donner, si là on parle plus de manière un peu personnelle, Mm. euh, alors, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui arrivait dans le zen en se disant je vais devenir Bouddha. Ça, alors il y en a peut-être, mais ça, on est tous un peu arrogants, mais à ce niveau-là, quand même. Donc, mais par contre, il y a beaucoup de projets de réalisation dans le zazen, et c'est malgré le fait que tout le monde nous dit que il va rien se passer d'incroyable, quoi. Mais les, j'ai l'impression qu'il y a des niveaux d'éveil. Après, dans le Zen Soto, il y a des définitions, il y a des degrés, il y a même une historicité du Satori, on pourrait dire. La définition même du Satori, elle peut varier en fonction des périodes du bouddhisme et en fonction de la pensée des grands moines qui ont même réformé des types de pratiques par rapport à une définition différente qu'ils avaient de l'éveil. Donc on pourrait rentrer dans un sujet gigantesque, mais de manière générale, dans la tradition dans laquelle moi je pratique, la notion d'éveil est assez peu abordée à Mhm. dessein. Ce qui ne veut pas dire que c'est une relativisation générale de l'éveil du Bouddha et que tout le monde est éveillé, et que c'est super et tout se passe bien. Ou alors que finalement c'est pas très important d'être éveillé. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est un petit peu comme le désir de transmission qui peut être très fort chez certaines personnes.
de récupérer un nom, de récupérer une lignée, de s'intégrer dans une sorte d'authenticité et de se glorifier même intérieurement de cela. L'éveil peut, le fait de parler de ça peut détourner. Alors le fait de ne jamais en parler peut peut-être aussi amener à d'autres confusions. Hein. Ça c'est propre à chaque enseignant, je dirais. Mais dans ma tradition, en tout cas, l'éveil, la question de l'éveil, de comment obtenir l'éveil, euh, dans toutes les sessions d'études que j'ai pu faire dans les temples, ça n'a jamais vraiment été abordé de cette manière-là. D'une manière assez traditionnelle et moderne dans le Zen Soto, qui est en fait de dire on parle de la pratique, on pratique, on continue à pratiquer, et la voie et le, on va dire l'objectif de la voie, la réalisation et le chemin pour obtenir cette réalisation se confondent. Donc on dit beaucoup l'éveil, c'est la pratique en elle-même, ce qui, euh, ce qui peut mettre un certain temps à comprendre, quoi. Mais vous avez le zen insiste beaucoup sur l'attention dans la vie quotidienne aussi pour cette raison. Et malgré tout, même en tant que pratiquant, ça met un certain temps à vraiment authentiquement considérer que le fait de mettre la table, c'est la même chose que de faire zazen. Euh, Bien que théoriquement et dans ce que l'on pu expliquer ou enseigner, c'est présent partout. Mais est-ce que les pratiquants réellement mettent au même plan leur zazen et le fait de laver un verre? C'est-à-dire que si on remplaçait demain toutes les sessions de zazen par des sessions où il faut passer le balai pendant une semaine de manière concentrée, il y aurait moins de participants. Ouais, là, le marketing devrait être très fort, c'est sûr que... Voilà, ça va falloir bosser le slogan. Donc c'est un exemple un petit peu extrême mais je pense que il y a une insistance sur le quotidien et on insiste sur la pratique sans trop gloser et en évitant de parler trop de l'éveil au sens traditionnel du terme pour éviter les confusions qu'un novice pourrait avoir logiquement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est enseignant, qui a vraiment toute une vie de pratique derrière lui, peut parler de l'éveil d'une manière assez sereine. Mais pour des gens qui entrent dans la pratique, comme moi je l'étais dans un temple de formation, ça peut peut-être induire en errance, on va dire. Donc c'est pas quelque chose qui est trop évoqué. Et même au-delà du temple, dans le Taiji où moi j'étais, hein, quand on regarde les publications qui se font dans la Sotoshu, dans l'école Soto japonaise, on est plutôt dans cette tendance-là aujourd'hui. Même s'il y a différents courants, hein, bien sûr. Mais d'un point de vue pédagogique, c'est pas idiot, parce qu'en réalité, si on dit qu'il faut revenir, entre guillemets, à l'ici et maintenant, bien que, voilà, si on parle d'un éveil distant, de quelque chose à réaliser, de points d'étape à traverser, peut-être effectivement que quand on débute, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus opportun. Donc, Ouais, ça, ouais. Puis surtout, c'est très. Enfin, on le voit, mais il y a des conditionnements psychologiques très différents. Parce que moi, j'ai rencontré des moines à Antaiji, donc dans un temple où on pratique vraiment beaucoup zazen par rapport à d'autres temples de formation, je parle en volume horaire, qui détestaient zazen. ah oui. C'est-à-dire que faire zazen, ça les gonflait. C'est-à-dire, soit ils dormaient, ils rentraient en séchine, ils disaient oh non, j'ai pas envie d'y aller, et quand c'était fini, ils disaient c'était vraiment nul, quoi. Enfin, Hmm. ils en pouvaient plus. Et il y a des gens qui sont complètement addicts, c'est-à-dire que moi j'ai vu ça, hein, sur une semaine, vous faites zazen 15 heures par jour, et vous sortez de la séchine, et vous avez un gars qui continue tout seul dans le hondo et qui fait zazen. Il se fait une journée de plus, quoi. Donc, il y a aussi des personnes qui sont presque addictes à ça, d'autres personnes qui s'en fichent, d'autres personnes qui le font de manière très formelle. C'est-à-dire ils font un zazen vraiment alors, comme un rituel. Ils font zazen comme on donne de l'encens, par exemple, au Hmm, Bouddha. Euh, Vous avez des gens qui font zazen dans un esprit de gratitude. Vous avez des gens qui le font de manière très physique aussi, qui vont forcer pour se mettre bien en position du lotus,
et qui vont presque lutter dans la posture. Alors, bon, en général, avec l'âge, ça tombe, hein. Mais voilà, il y a des. Donc, même. Enfin, je pense que le fait aussi d'éviter de parler d'un objectif clair ou en tout cas d'une direction nette aux zazen, ça permet en fait de laisser les gens avec leur propre conditionnement Mm. psychique, culturel, familiaux, etc. Ils viennent, ils s'assoient. Et ensuite, ils voient ce qui va se passer pendant zazen parce qu'à la fois, il se passe rien, mais en même temps, il y a une sorte de miroir, on va dire, de reflet avec sa vie intérieure. Et donc, le fait de pas d'expliquer simplement la posture et de donner des grandes guidelines, mais de pas rentrer trop dans un commentaire précis du zazen, je pense que c'est la meilleure méthode pour que les gens se retrouvent face à eux-mêmes assez vite, parce que tout le D'accord, monde est donc très différent, quoi. vous recommandez pas d'aller acheter le Shobogenzo, de le lire avant de commencer la pratique du zazen, quoi. Bah ça dépend. C'est pas la chose qui est la plus recommandée aujourd'hui par les enseignants modernes. Euh, en réalité, comment dire, moi par exemple, je suis pas rentré dans le zen au départ par une pratique, par un intérêt pour la pratique méditative Mhm. directe, physique, j'entends, mais plutôt par un intérêt intellectuel. Alors j'avais pas lu le Shobogenzo. Alors le Shobogenzo en plus, bon, c'est des traductions de traductions de traductions. Mhm. Enfin, on pourrait revenir sur ça, mais c'est peut-être pas le texte de Dogen le plus accessible directement. Mais il y a des gens qui ont une très bonne connaissance du bouddhisme zen et qui, une fois qu'ils ont une connaissance assez intellectuelle, rentrent dans la pratique. Très souvent, c'est les gens qui rentrent dans la pratique et qui ensuite se font leur bibliothèque. Mais bon, je dirais pas qu'il faut pas le faire, hein. Il y a des esprits et des conditionnements pour qui l'étude des textes et même des sutras, hein, sera une pratique d'éveil très forte et ils pratiqueront les sutras. Enfin, moi, je suis pas anti-intellectualiste du tout, hein. Ni le bouddhisme, c'est une religion qui est quand même très littéraire, hein. Mais et dans le zen aussi. Donc les choses, tout s'articule en fonction des conditionnements. C'est-à-dire que vous pouvez pas parler de la même manière à quelqu'un qui n'a pas un parcours ou un bagage littéraire fort que quelqu'un qui, je sais pas, moi j'avais typiquement l'abbé que j'avais à Antaiji, Echo, elle a pas fait de hautes études, elle était sage-femme. Donc, elle a fait des études, évidemment, hein, mais elle n'a pas fait des études au sens, voilà, elle a pas poussé par rapport à l'abbé qui précédait, qui avait une thèse en physique et qui écrit des livres de philosophie et qui adore faire des conférences, etc. Donc, on est sur des profils qui sont différents et l'approche est différente. Les manières de parler du zazen sont très différentes. Euh, donc, il y a des gens qui cherchent des réponses dans les livres et qui ensuite passent à la pratique. Il y a des gens qui ont besoin de vivre des choses physiques et ensuite de les cadrer et de les alimenter par la lecture. Le Bouddha lui-même, hein, il parlait à des brahmanes lettrés qui avaient un niveau, on va dire, de connaissance spirituelle très haut. Et puis après, il parlait à des paysans dans les rizières. Enfin voilà. Donc, je, je pense pas qu'il faille donner de. Moi, c'est un des trucs qu'on m'a dit, par exemple, la première fois que j'ai fait zazen dans un dojo, c'est le premier truc qu'on m'a dit. On m'a dit ne lisez pas de livres, faites zazen. Donc moi, j'étais déjà mal barré parce que j'arrivais en ayant une connaissance à minima un petit peu, hein, très 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 faible, mais j'étais rentré plutôt par une connaissance livresque, on va dire. Donc bon bah déjà trop tard. Et puis je suis pas sûr qu'il faille vraiment être si rigide que ça dépend vraiment des gens. De toute façon, quand vous pratiquez longtemps et que vous faites des séchines et que vous vous êtes impliqué, à partir d'un moment, les choses se lissent. Moi, c'est l'impression que j'ai. Mais c'est un truc qui est à la fois indéfinissable, l'éveil, le zen, le zazen. C'est, et en même temps, tous les pratiquants entre eux parlent de ça tout le temps. Sur la manière de faire zazen, est-ce que tu as mal, est-ce que tu pas mal, est-ce que tu dors? Mhm. J'avais des moines au temple qui se mettaient des petites boules sur la tête
pour pas dormir. Parce que comme ça, ça les obligeait à Ah oui. pas trop bouger. Donc, et voilà, il y a, donc tout le monde parle de ça, tout le monde parle de la souffrance aux jambes, aux genoux, au dos, etc. Et puis en même temps, après, vous avez un discours un peu empoulé sur l'éveil, etc. Donc c'est aussi pour ça, moi, que j'ai souhaité faire ce livre plutôt à la première personne, sans trop rentrer dans des catégories académiques. Mhm. Parce que bah déjà, j'étais pas du tout légitime pour enseigner à qui que ce soit. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'être un peu. C'est-à-dire que dans un temple de formation au Japon, vous n'avez pas un gros discours théorique. Vous avez de l'étude, vous avez des temps d'étude. Mais c'est pas des endroits de formation intellectuelle forts. Vous lisez beaucoup plus quand vous êtes sorti du temple, en fait, ou avant d'y rentrer. Mais c'est plus une assise sur la pratique. Et les discussions entre les gens, quand ça discute de zen, ça discute de manière très pratique. Et les textes les plus lus ou les plus commentés, ça va être comme le Zuimonki ou des textes très pratiques, avec des cas, des discussions directes entre un pratiquant et un maître. Euh, mais enfin, par exemple, la question de qu'est-ce que c'est la vacuité, alors là, c'est un truc qui est, qui est assez peu présent, on va dire, au sein des pratiquants. Par contre, au sein des universités bouddhiques, etc., alors là, bon, c'est un sujet gigantesque, hein. Mais, euh, mais en tant que pratiquant, voilà, donc je saurais pas trop comment répondre, mais je pense pas qu'il faille dire non, il faut pas lire de bouquins ou faut pas lire le Shobogenzo, quoi. Si vous êtes attiré par le Shobogenzo, allez-y, c'est pas mal. Au mieux, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce qu'ils devaient lire dans le zen et ils m'envoyaient des listes pas possibles de trucs. Pour rentrer dans le bouddhisme, il vaut mieux commencer par des introductions très générales sur le bouddhisme indien, en fait, hein. Plutôt que de lire des trucs très, très. Faut, c'est très technique, en fait. Et puis, Mhm. après, s'il faudrait aborder le Shobogenzo sans avoir une connaissance de la culture de l'époque, Mhm. sans avoir de connaissance du tout de chinois classique ou de choses comme ça, on peut vite. Il vaut mieux lire d'autres choses, je pense, hein. Pour revenir un petit peu à la pratique, pendant que vous étiez au temple et même aujourd'hui, est-ce que entre vos sessions de zazen, vous avez l'impression de pratiquer le zen, c'est-à-dire bah, dans vos gestes du quotidien? Ah bah oui. Enfin, je sais pas si. J'ai pas vraiment une impression. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, j'ai pas dans ma tête, faut que je pratique bien le zen comme on m'a bien dit. Alors je lave mon petite tasse de manière concentrée, hein. Mhm. Mais, j'essaye Là, je pense que pour le coup, on va arriver sur un sujet encore assez vaste, mais qui est la question de la foi, en fait, qui a. Alors évidemment, il y a potentiellement des considérations karmiques, hein, là-dedans, mais ça nécessite à minima un engagement et un effort pour la fixer et en tout cas pour avoir la foi au sens bouddhique du terme. Et donc, je pense que c'est ça qui prédomine, même sur les questions pratiques au sens technique du terme, au sens de comment on fait zazen ou qu'est-ce qu'on fait précisément. Ça s'insère dans dans la foi en fait bouddhique. Euh, donc, donc je pense que c'est cette atmosphère-là qui englobe tout le reste, mais c'est pas une sorte de conscience très nette, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un temple, vous avez un horaire, etc. Donc tout est très détaillé, chaque moment, enfin du lever au coucher, tout est très précis. Vous avez des moments de ritualisation très nets, etc. Donc en fait, la vie devient un genre de rituel continu, Mhm. on pourrait dire. Comme je disais, c'est très difficile de maintenir la même chose dans la vie quotidienne. D'ailleurs, c'est pas possible. Puis c'est pas possible au temple non plus, hein, en réalité, si on creuse Mhm. un peu. Mais donc je c'est pas, ouais, je saurais pas trop comment répondre précisément, mais c'est pas
j'ai pas une sorte d'impression générale de faire bien du bon zen ou quoi que ce soit, mais euh, on est confronté en permanence à ces faillibilités, que ce soit dans le travail ou dans les interactions sociales. On se frotte à des gens, on les aide ou pas en fonction des situations, et voilà. Et on fait ce qu'on peut dans un degré d'engagement qui est lui-même conditionné. Et tout ça, en fait, la vie devient une sorte de pratique générale. Donc c'est aussi pour ça que moi, cette approche du zen qui s'implique autant dans la vie quotidienne, elle m'a beaucoup touché. Parce que j'ai notamment moi, j'ai une sorte de réalisation, surtout dans la cuisine, mais ça aurait pu être dans n'importe quoi. Mais c'est le fait de la notion de service, de gratitude, de diligence, de comprendre que la pratique n'est pas à propos de soi. Hmm. Toutes ces choses-là, moi je l'ai compris beaucoup plus en étant Tenzo, en étant rattaché aux cuisines dans un temple zen, que sur le coussin directement. Et aussi parce que Eiko, l'abbesse qui était au temple, elle a une pratique du Tenzo qui est très très diligente, elle lit énormément sur ça, elle a une très grande connaissance de la pratique de Tenzo, et elle fait ça de manière assez exceptionnelle. Donc c'était royal. Mais donc ça s'intègre dans un tout, et à la fin, tout devient plus ou moins un rituel plus ou moins proprement exécuté. Votre vie est un gros rituel, on pourrait dire, et puis des fois, vous marchez sur votre robe et puis vous tombez, quoi. C'est un peu l'idée. Donc, euh, donc je répondrai comme ça. Après, dans le travail, en fonction du travail qu'on fait, en fonction des interactions qu'on a, on est plus ou moins alerte. Mais je pense que, comme je disais, la question du zazen, c'est les oscillations, et puis on revient toujours sur la pratique. Ça, on peut tout à fait le faire dans la vie quotidienne. On sait bien d'avoir un socle quand même avec le zazen, mais euh, je répondrai comme ça, quoi. Et justement, vous parlez de la confrontation avec les autres, avec la vie, le travail, enfin, la vie de tous les jours. Et dans votre ouvrage, lorsque donc, vous relatez votre expérience au temple, vous mettez beaucoup l'accent sur la nécessité d'avoir une posture, enfin nécessité, voilà, oui, on va dire la nécessité d'avoir une posture d'acceptation, de non-jugement, de prendre la vie comme elle vient en fait, hein. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire vraiment? Parce que ça pourrait être mal compris, j'imagine. Et est-ce que vous auriez des exemples concrets de moments où finalement vous avez lâché en fait la résistance à ce qui est? Dans quel sens, vous voulez dire dans quel sens Dans le sens où vous rencontrez un obstacle et que vous aimeriez que les choses aillent dans votre sens, mais que Ah finalement, oui, ouais. Ah ben ça, c'est oui, ben, c'est tout le temps, ça. Donc, oui, 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 ben, ça, c'est le fait. Alors, ça, c'est un gros pan de la pratique dans le Taiji, beaucoup plus. Alors, c'est vrai que dans une société moderne comme la nôtre, le fait d'avoir une culture de l'échec, surtout au Japon, c'est assez atypique, hein. mm, Mais je pense que le zen, on échoue. En fait, c'est une sorte alors, on échoue plus ou moins bien, en fait, mais on fait que échouer. C'est une sorte de succession d'échecs. Faut rendre ça un peu sympathique, mais mais on est quand même confronté en permanence à une faillibilité et euh, au fait justement. Alors, on parlait tout à l'heure de mettre des objectifs dans la pratique, hein, de devenir Bouddha, d'être éveillé, etc. Mais ça peut être à des choses beaucoup plus triviales. Alors là, on parlait juste avant de la cuisine, mais le fait de, par exemple, mettre beaucoup d'efforts dans un plat pour le présenter aux autres, pour entre guillemets, même très indirectement, avoir une sorte de rétribution mm, euh, dans ce qu'on propose, de mettre de l'ego dans l'assiette, en fait, d'une certaine manière. Euh, ben ça, une fois que vous vous rendez compte que c'est pas juste, que vous êtes écarté de la voix, du goût, de la présentation, de la notion de service, que vous êtes pas, que vous auriez mieux fait de ne pas penser à vous pour que les choses se déroulent mieux. Euh,
on peut le voir alors dans la cuisine, c'est très net. C'est ce qui fait la grande différence entre un tenzo et un chef cuisinier, en fait. La cuisine dans un temple, c'est l'inverse atomique de Top Chef. Mm. C'est donc ça fait donc la question de savoir si c'est bon ou pas est assez secondaire. Mais c'est vrai que le fait de d'échouer, je sais pas, on va avoir des activités dans la vie, on va casser des objets, on va se tromper dans les horaires, on va oublier un élément d'un rite, typiquement d'une cérémonie. Toutes ces choses-là, elles sont quotidiennes. C'est-à-dire dans un temple, c'est en permanence comme ça. Alors, faut faire les choses de la manière la plus propre, mais c'est jamais le cas en réalité. Et, euh, et c'est jamais le cas aussi, on le voit bien pour les maîtres. C'est-à-dire que le fait de vivre dans un temple, en côtoyant des pratiquants très avancés et de voir qu'ils sont dans la même panade, alors à des degrés différents, mais ce qu'on ne pourrait peut-être pas voir si on les voyait une heure de temps en temps Mm. en belle tenue, tranquille, assis. Mais là, on les voit au café, on les voit la tête somnolente le matin, on les voit, voilà, la confrontation directe du quotidien et des émotions et des aigreurs et des passions qui enrobent tout le monde. euh, fait qu'en fait vous êtes par la pratique et par le fait d'avoir une sorte de constance en tout cas dans votre pratique, vous le voyez ça, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, ça, en sortir, je sais pas trop, mais en tout cas on le voit nettement, Mm. on en prend bien conscience. Donc la question des obstacles, je pense elle se situe là en fait. C'est-à-dire on est en permanence, c'est-à-dire qu'il y a c'est une école de l'humilité qui est assez tranchante, le zazen, je trouve, sur le long terme. Mm. Donc, euh, c'est et c'est quelque chose qu'on peut voir tout le temps, c'est-à-dire dans les interactions sociales classiques. Hein, enfin, en fait, on pourrait croire que dans un temple zen, les gens sont tous bienveillants, gentils et que les relations sociales se passent très bien, mais en réalité, le gros du travail dans un temple, comme dans la vie, c'est Mm. les relations humaines. C'est pas de faire zazen. Faire zazen, c'est très simple. Hein. Tous les gens qui arrivent en taiji, même s'il y a un volume horaire important de zazen, ils arrivent à faire zazen. Ils font les seishin. Ils s'assoient sur leur petit coussin, ça leur fait plus ou moins mal aux genoux, mais à la fin, tout se passe bien. Mais par contre, les interactions qu'ils ont, la manière de vivre la discipline, la manière de vivre l'horaire, la manière d'interagir avec les autres dans un lieu assez confiné où on n'a pas choisi de partager son espace de vie avec une autre personne qu'on ne connaît pas du tout et qu'on n'aurait sûrement jamais rencontré en dehors de ce type d'établissement, tout ça crée des sortes de tensions. Et c'est ça la pratique, en fait. La pratique, la vraie pratique, c'est de faire le ménage tous les jours, même si le plancher est proche, avec un gars qu'on n'aime pas. Mm. Et Mm. euh, vous faites zazen, vous pouvez facilement vous enfermer dans une petite bulle en faisant zazen aussi. Hein. Il y a un risque aussi d'introspection, on va dire, d'un truc un peu introverti comme ça, d'être un peu en soi-même, de mijoter tout seul sur son coussin. Au lieu de vous ouvrir. Donc, je pense que c'est plutôt une pratique d'ouverture, hein, Mm. mais, euh, mais le fait d'être le fait de faire le ménage tous les jours, tout le temps, c'est beaucoup plus dur, je trouve, en tout cas, personnellement, que de s'asseoir Mm. sur le coussin. Et c'est souvent sur ces plans-là que les novices qui rentrent au temple arrêtent assez rapidement. En général, il y a 3 mois à peu près de tests pour voir si les gens, ça leur plaît ou pas. Le zazen n'est jamais un problème. Les interactions avec les autres sont le problème. À 90%, les gens arrêtent le temple pour ces raisons-là. Et les tensions qu'il peut y avoir dans les discussions entre les moines, où ça peut aller jusqu'à s'engueuler sec Mm. avec les différents entre les disciples et les maîtres voilà et les différents responsables de telle tâche, etc. C'est que sur des histoires d'inattention, de personnes qui travaillent pas de la bonne manière, etc. Et des fois, c'est des trucs complètement. Enfin, on part sur un truc où il y a quelqu'un qui a oublié un râteau dans un endroit. Enfin, c'est des trucs complètement futiles. Mais c'est pas le problème n'est pas vraiment d'avoir échoué ou d'avoir fait d'avoir causé un petit problème ou un petit tort aux autres, mais plutôt l'attitude et la réception, la manière de faire de cet élément un enseignement.
Mm. Et c'est plutôt sur ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de ressentiment ou d'aigreur ou de. C'est pas vrai, ça se joue pas là-dessus. C'est-à-dire qu'on c'est la pratique. Et le fait de se confronter de manière parfois un peu violente ou directe aux autres dans un établissement qui est lui-même assez, on va dire, discipliné, Mhm. euh, c'est une forme de pratique. Ça fait ressurgir ça assez vite. Alors, c'est pas à conseiller pour tout le monde, hein, bien sûr, parce que ça peut être un peu violent pour certaines personnes. Et c'est pas un problème, faut aller dans un autre temple ou avoir un autre style de pratique, pas de souci. Mais, euh, mais voilà, donc c'est, ça c'est plus le côté le quotidien quoi. Et nous on avait alors moi je l'ai moins connu, j'en parle un petit peu dans le livre Mouhol, l'ancien abbé. Alors moi j'ai pas pratiqué réellement avec lui sur ces 2 années, hein. Mais il venait de temps en temps faire des petites conférences, etc. Et puis après, il parlait des relations humaines, de la bienveillance, et puis il rentrait dans les appartements dédiés aux abbés, et puis on l'entendait hurler sur sa femme, quoi. Parce qu'il s'engueulait, parce que je sais pas qui avait pas arrangé je sais pas quel truc. Mm. Et je trouve que c'est un bon résumé, c'est-à-dire au-delà de tout jugement, parce que en fait les conflits quotidiens existent dans les relations humaines, et voilà, il y a des conflits intérieurs, il y a des conflits avec les autres à différents degrés, mais c'est pas parce que vous êtes pratiquant depuis des années et que vous êtes à la tête d'un temple que vous êtes extrait de ça. Euh, et je trouve ça plutôt rassurant, moi. Oui, oui, ça permet de rendre le truc un peu plus même envisageable, en fait. Parce que c'est pas Bien sûr. inatteignable, tout le monde peut pratiquer ça sans avoir été un saint dès le départ, et ça ne fera certainement pas de vous un saint non plus. Ouais, ouais, tout à fait. Imaginons là, quelqu'un écoute cette interview, il se dit, mais moi, je veux trop faire ça, c'est génial, le zen. Euh, Quel est le conseil que vous donneriez pour mettre un premier pas en fait dans cette pratique? Est-ce que ce serait de trouver un centre zen ou d'essayer de s'y mettre tout seul ou d'acheter un livre, que sais-je? Bon, hmm, je sais pas trop. Je pense que c'est toujours bien de pratiquer avec des gens, de manière générale. Ça veut pas dire qu'il faut pas du tout faire zazen tout seul, hein, mais la pratique, ça se fait avec des gens, en échangeant, en créant du lien, qui soit plus ou moins fort ou plus ou moins continu. Mhm. J'aurais tendance à. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu parti bille en tête, entre guillemets, dans l'histoire. C'est que je suis rentré dans la pratique, et puis après, j'étais au Japon, et j'ai suivi une seule école bien centrée et un seul type de pratique. Euh, mais je pense que tout en pratiquant dans un centre euh, avec une sorte de rigueur, le fait d'étudier aussi, ça me semble quand même très important, Mhm. d'étudier le bouddhisme. Alors zen en l'occurrence, mais le bouddhisme de manière générale, de pas décrocher parce que on peut vite devenir plus zazeniste que bouddhiste, en fait, pour le dire comme ça, c'est-à-dire être un peu subjugué, entre guillemets, par l'effet méditatif, et à partir de là, composer un peu sa pratique à la carte tout seul en Mhm. mode menu McDonald's, euh, et ne pas replacer en fait cette pratique au sein d'une tradition. Ce qui me semble assez sain et assez, c'est-à-dire qu'il y a une tradition avec à minima une orthodoxie ou en tout cas une pratique un peu cadrée, un peu Mhm. régulière. Et si c'est là, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est aussi pour éviter certains égarements aux illusions et ça va plus vite. De toute façon, il y a une méthode, donc Mhm. c'est plus simple. Donc il faut suivre la méthode. Donc, mais je pense que l'étude est quand même très importante, ce qui est parfois un peu négligé en tout cas dans les premières approches par beaucoup de pratiquants qui vont insister énormément sur le zazen. Or, faire zazen, c'est important pour quelqu'un qui s'intéresse au zen, Mhm. mais la question, être confronté au texte,
euh, à différents niveaux, hein, des textes d'introduction générale au zen très simples, avant de rentrer dans le Sutra du Lotus, par exemple, hein, bien Mhm. sûr. Mais avoir à minima quand même une conscience que c'est pas quelque chose de décroché et qui va participer à un développement personnel ou des choses comme ça, mais que ça s'intègre dans une grande tradition religieuse qu'est le bouddhisme, euh, et ça permet d'avoir ce qu'on on en parlait un peu tout à l'heure, mais de redescendre un peu en termes de passion, un peu la folie du néo-converti là qui veut se lancer dans le truc, et d'avoir un point de vue un peu plus nuancé. Donc je pense que tout faire en même temps est une bonne option, c'est-à-dire pratiquer avec des gens dans un centre tout en étudiant, écouter des gens en ayant une conscience qu'il y a aussi différents groupes de pratiques, différents maîtres, différentes sensibilités, Mhm. différentes sources. Alors pour des gens qui parlent sans aller sur le japonais ou à partir en Asie, mais même des gens qui lisent facilement l'anglais. Alors là, direct, les sources, c'est fourni. Alors en français, on est un peu plus réduit, c'est vrai, mais même si on a une grande tradition hein, de bouddhologie en France, hein, mais qui est pas, dès qu'on parle et qu'on peut lire l'anglais correctement, alors là, ça grandit. Et voilà, essayer de rentrer tranquillement dans un monde gigantesque et vaste et d'essayer d'y trouver sa place en gardant en tête que finalement, à la fin, on pratique. En fait. Il n'y a pas de vérité définitive à avoir, de bonnes cases à cocher et de bonnes Mhm. réponses à la fin de. C'est pas un QCM le truc quoi. Donc Heureusement. c'est pas une opération scolaire en fait. Et il y a de la place pour pour toute personne qui s'intéresse et qui rentre là-dedans à différents degrés. Donc à Antaiji, on avait nous une pratique avec des gens qui avaient un peu tous les mêmes profils entre guillemets, alors pas forcément les mêmes profils de vie, mais qui avaient besoin d'une forme d'intensité en tout cas dans la pratique, de prendre du temps et de pratiquer notamment zazen sur des périodes très longues, d'être dans une forme ouais, de rigidité un peu japonaise, un style un peu abrupt, un peu direct. Mais il y a beaucoup de gens qui trouveront pas du tout leur compte là-dedans et qui auront besoin de plus de délicatesse en premier abord, etc. L'un n'exclut pas l'autre, hein, mais il y a c'est pour ça que c'est intéressant aussi de comparer. Alors je sais qu'il y a ça dépend aussi des dojos en France, hein, mais il y a des dojos qui sont un peu grands et où il y a plein d'enseignants qui tournent en fonction des séances, etc. Bon, des fois c'est plus petit, les groupes sont plus petits, etc. Mais faire des sortes de petits tours de France et de voir un petit peu qui est le mieux pour sa Mhm. sensibilité propre. Moi, je sais que par exemple en France, je lisais beaucoup les écrits, je corresponds avec lui aussi, Éric Romeluer, Mhm. mais aussi parce que moi, comme j'en parlais un petit peu, j'avais une sensibilité pour les textes et une approche aussi un petit peu intellectuelle. Et Eric Romeler, il est tout à fait dans cette ligne-là. Quelqu'un qui aurait insisté énormément sur le zazen en disant finalement les sutras, c'est caduc, il faut pas lire, il faut pas étudier, il faut juste pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est quelque chose qui, moi, m'aurait moins plu, on va dire, en première approche. Et quand on voit les parcours, les gens, enfin moi j'ai pratiqué en taiji, maintenant je suis à Kyoto et je sais pas ce qui va se passer dans 2 ans et on ne sait pas encore dans 4 ans. Donc c'est aussi un cheminement général. Mhm. Donc, si on se dit qu'on rentre dans un immense espace et qu'on trouve à un moment une réponse chez quelqu'un et puis on progresse et puis on va retrouver une autre personne. Donc, quand j'étais à Kyoto, j'ai pratiqué avec des gens qu'on considère comme des maîtres mais qui sont des laïcs par exemple, qui sont Mhm. pas moines. Donc aussi, voilà, il y a ça j'en parle un petit peu dans le livre, mais de manière générale, hein, c'est pas parce que vous êtes moine que vous avez, enfin moi il y a des laïcs qui m'ont beaucoup plus appris que des religieux. Donc c'est pas, faut essayer d'arriver avec discernement en fait et nuance, je dirais. Et je pense que tout faire, rien n'exclure de cette grande tradition qu'est le bouddhisme japonais, c'est plutôt une bonne option, quoi. Mais chacun a ses conditionnements. Il y a des gens un petit peu fous si vous regardez les biographies un peu extraordinaires qu'on aime tous, hein, des moines un peu beatniks qui partent dans les bois pour vivre dans des forêts, c'est marrant, enfin, on aime bien, hein, mais Mhm. si vous voulez faire ça, allez-y, hein, c'est cool. J'ai encore deux questions. Euh, alors, une question sur qu'est-ce que ça vous a apporté tout ça?
Est-ce que vous êtes plus heureux? Hum, alors, je sais pas si je poserais la question comme ça, mais est-ce que je suis plus heureux? Je suis beaucoup plus renseigné sur moi-même, ça c'est certain. Euh, c'est difficile, en fait, c'est difficile si vous voulez, c'est difficile de dire que c'est cette pratique-là ou cette expérience ou ce type de zazen qui va rendre plus heureux, Mm. puisque les gens traversent ça dans leur vie en général Mm. tout ce, avec le reste. Donc, des fois, vous voyez des personnes qui sont un petit peu plus dans le lâcher prise au fur et à mesure de la pratique, mais c'est juste en fait parce qu'ils vieillissent. Enfin, Oui, ils deviennent un peu plus c'est logique. détendus parce qu'ils sont vieux, quoi. Et ils sont moins crispés. Donc, il faut, disons que la question du bonheur euh, n'était pas vraiment ma motivation. Je suis pas arrivé dans la pratique pour être heureux. Euh, et c'est pas vraiment ce que je recherche particulièrement. Alors peut-être très inconsciemment, c'est ce que tout le monde recherche, mais mais c'est vrai que je suis plus renseigné sur moi-même et je pense que mon niveau de discernement a augmenté par cette Mm. pratique-là. Il y a encore beaucoup à faire, mais mais ça a été la période au temps d'avoir ce cadre-là très privilégié a été enfin c'est les 2 années sûrement les plus importantes de ma vie parce que c'est très euh, formateur et ça change énormément à différents niveaux, mais ça change. Ça pourrait pas ne rien changer. Et j'ai rencontré aussi des gens qui rentraient dans le temple et qui, au cours de ces 3 mois, arrêtaient parce qu'ils étaient renseignés sur le fait que ça ne leur correspondait pas. Et ça alimentait leur pratique en tant que laïc beaucoup mieux. Mm. Donc ça renseigne dans les deux sens, mais ça, voilà, le fait d'être dans une logique comme ça un peu monastique est plutôt ouais, je pense que je dirais ça, plutôt la connaissance de soi-même et le discernement, s'il fallait absolument répondre avec des trucs un peu fléchés, quoi. Mais la question du bonheur, euh, c'est plutôt quelque chose qui s'intègre, à mon avis, dans le reste d'un rapport, enfin dans un rapport général à la vie. Mm. Mais c'est pas, je pense pas que les gens viennent à Antalya, en tout cas, pour être particulièrement heureux. Les gens, je sais pas. J'ai un moine qui disait tout le temps que les gens qui étaient à Antaïji, c'est parce qu'ils savaient pas quoi faire de leur vie. Et je trouvais que c'était assez juste et qu'on se retrouvait avec notre vie là comme ça, on savait pas trop quoi en faire. On avait du temps libre et puis tout ce qu'on nous proposait autour de nous, ça semblait un peu mou. Donc on s'est dit bon, moine zen au Japon, ça a l'air marrant. Et ça s'est un peu fini comme ça quoi. Mais il y a un truc comme ça de rapport à l'ennui, au sens profond du terme. Mais voilà, et d'être dans une sorte de situation un peu de latence, dans un moment un peu bizarre, on est confronté à soi-même et ça, je pense que le fait de donner de l'importance à ces moments-là, au silence, au fait de plonger dans cette vie intérieure que tout le monde a, au-delà même des traditions bouddhiques, hein, le fait de rencontrer ça. Alors, dans le Zen Soto, il y a une méthode qui est proposée avec des cas, des institutions, des temples, des maîtres, mais le fait de prendre cette question au sérieux, ne serait-ce qu'un certain temps dans son existence, est quelque chose que tout le monde devrait faire selon moi. Après, la manière dont on répond à cette question et on met en branle le processus, ça, c'est libre à chacun. Mais, euh, mais le fait de plonger dans la question spirituelle, ça me semble d'autant plus nécessaire dans une civilisation moderne qui fait tout pour détruire l'existence d'une vie intérieure, en fait. Et ça, c'est le fait de prendre cette question comme ça, à bras le corps. Moi, je suis content dans ce sens-là d'être rentré là-dedans, en fait, d'avoir passé le pas.
Parce qu'une fois qu'on y est, ensuite ça déroule. Il y a un programme, pouf, c'est tout droit. Mm. Mais le fait d'y aller ou de pas y aller, ça c'est le passage un peu bizarre qui fait que finalement on pourrait très vite abandonner, se détourner de ça, trouver un prétexte pour ne pas vraiment prendre cette question au sérieux. Et finalement, tous les religieux du monde ou les laïcs qui sont dans une pratique un peu impliquée, je pense qu'ils peuvent se résoudre sur ça. C'est qu'ils ont pris la question de la vie intérieure sérieusement. C'est pas un divertissement, c'est pas un truc parce que je sais pas, non mais là c'était skateboard ou zazen quoi. Et Ouais. donc pour ça, ça m'a mis dans une logique qui va me suivre jusqu'à la fin de ma vie en fait. Et donc en ce sens-là, c'est inestimable. J'ai une dernière question. Vous avez à plusieurs reprises employé le mot religion. Ouais. Alors, dans les milieux bouddhistes occidentaux, en tout cas, ça n'a pas forcément, c'est pas forcément un mot qui est beaucoup utilisé. Je sais pas, c'est peut-être de peur que justement on dise le bouddhisme est une religion. C'est pas, d'un point de vue entre guillemets marketing, peut-être que ça peut faire peur. Et je trouve ça intéressant que vous l'employez sans problème. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme religion? Alors, il y a le terme religion, bon, la définition, l'étymologie du mot religion, la définition sociologique, etc. Mais, et puis il y a la réception du mot religion et encore, on parle du public occidental. En réalité, c'est pas tant un problème pour beaucoup alors même au-delà des traditions bouddhiques, mais pour beaucoup d'occidentaux. C'est un problème pour beaucoup de Français plutôt. Il y a une question française plus qu'occidentale Mm. sur le sujet, parce qu'on ne parle pas de la même manière. Enfin, vous parlez à un Anglais ou un Américain, ce sera évoqué un peu différemment. Euh, donc les Français, parce qu'il y a une histoire compliquée, parce qu'il y a un antique, enfin surtout dans les milieux, on va dire bouddhistes, le bouddhisme, enfin alors encore plus le zen, qui en France apparaît dans la suite un peu de mai 68, au sens de la pratique, hein, pas Mhm. forcément de l'étude, mais donc il y a une sorte de culture anticléricale. Bon, il y a une sorte de. Et puis bon, c'est quand même un pays qui est. Alors là, c'est la grosse différence avec le Japon, mais c'est un pays qui est tendu sur les questions religieuses. Alors vous allumez la télé, vous avez le voile, je sais pas quoi, les trucs Israël, et puis on vous parle jamais de spiritualité, de vie intérieure, de décryptage de textes, etc., de pratiques. Alors après, voilà, c'est comme vous faites sur Internet ou des podcasts, faut aller chercher, mais Mhm. c'est-à-dire que c'est pas on dit le mot religion en France, spontanément, c'est plutôt vecteur de tension pour des raisons historiques et culturelles, quoi. Après, si on réfléchit, qu'on se pose et qu'on évite l'effet d'actualité, le bouddhisme est une religion. Il n'y a pas vraiment à contester ça. C'est pas une spiritualité un peu générale, un peu flottante, etc. C'est une religion avec un rapport très net à la mort, au salut, avec des rituels, avec une tradition de 2500 ans, avec des textes. Enfin bon, donc c'est structurant socialement aussi dans toute l'Asie. Donc c'est une religion. Après, moi j'ai, il faudrait, voilà, pour moi la religion c'est un rapport à l'intime mais qui a des débouchés sociaux et culturels. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle plus de spiritualité que de religion en France, parce qu'il n'y a pas de culture bouddhique française. Donc on peut plus parler de religion quand on parle de catholicisme, parce que ça structure quand même les représentations, quand bien même il y a de moins en moins de pratiquants. Euh, mais c'est donc au Japon, ça se pose beaucoup moins. Il n'y a pas vraiment de tension religieuse. Les Japonais pratiquent plusieurs cultes en même temps, en plus. Donc, si vous dites le mot religion à un Japonais, c'est-à-dire moi, je l'emploie dans un sens un peu détendu, mais un Japonais, si on traduit, en fait, il sera
pas forcément très à l'aise avec la religion parce que pour lui, ce qui est religieux sort du quotidien. Ce qui rend fou les gens qui abordent la question religieuse au Japon, parce qu'ils se retrouvent avec des trucs, des gens qui ont passé 2 heures à écouter des sermons bouddhistes, et puis ils disent qu'ils sont pas bouddhistes, ils comprennent pas quel est leur propre religion, enfin, c'est tout un truc. Donc, il y a un rapport culturel, en fait, qui est assez important, et en même dans ce rapport culturel avec différents niveaux, qui peut être le niveau des cérémonies funéraires, le niveau du folklore, la représentation populaire, le niveau du moine érudit qui est dans sa petite montagne, la lecture des sutras hérités d'un autre pays. Tout ça, à différents niveaux, il y a une sorte de rapport, on va dire, social, une méthode, un cadre, un contenant. Le contenu, c'est la vie intime, spirituelle, Mm. mais on peut pas la voir sans avoir le cadre général. Ça me semble compliqué. Donc la religion, en fait, c'est la tradition, d'une certaine manière. C'est ce qui relie historiquement. Et il y a enfin, pour moi, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que avoir une tradition qui dure depuis 2500 ans et qui est aussi immense et diverse euh, que ce qu'on peut voir dans le bouddhisme, Mm. c'est plutôt rassurant en fait. Ça m'inquiéterait plutôt de parler uniquement de spiritualité où finalement on aurait une sorte de discours de pureté, d'immédiateté euh, à la vie intérieure, Mm. ce qui est très beau en théorie, mais ce qui est un peu trop chaud entre guillemets. On a du mal à maintenir ça. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on le voit bien, les spiritualités pures qui ont refusé de se cristalliser, de s'institutionnaliser, ont disparu en fait. Euh, donc c'est pour ça que je suis pas si critique que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont assez critiques dans les groupes zen du rapport que les Japonais ont aux enterrements, Mm. ce qui est pas particulièrement une pratique. Enfin, on lit Dogen, etc. Il n'y a pas marqué. Enfin, on lit les textes traditionnels du bouddhisme zen et on voit comment ça se passe aujourd'hui au Japon. On peut avoir un petit choc en Mm. termes mais ça répond à des questions essentielles. Il y a un rôle social et ça fait partie d'un certain niveau. Donc, d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a tout ça qu'il y a aussi des moines un petit peu plus, parce que voilà, des moines un peu plus élevés, on pourrait dire, ou, qui comprennent le chemin qui nous intéresse nous en tant que pratiquants un peu plus énervés, quoi. Mais mais je pense pas qu'il faille jeter d'un revers de main comme ça les pratiques plus populaires du Mm. bouddhisme. Et c'est la même chose dans la religion, c'est-à-dire dire bah en fait ça c'est religieux, c'est les institutions, c'est le clergé, c'est les rituels, et j'en ai pas besoin. Et ce qui m'intéresse c'est l'essence brute pure. Et ça on va l'appeler la spiritualité. Euh, Ça me semble assez imprudent. Mm. C'est très beau, hein. On a tous envie d'y croire, hein. Ouais. Mais donc je l'emploierai plutôt dans ce sens-là. Après, il y aura sûrement différentes. Fondamentalement, la religion, c'est ouais, c'est cet aspect-là avec au fond, une fois qu'on rentre dedans, la connaissance profonde, une connaissance intime. Euh, Nishitani parlait de rapport à l'intime. Je trouve que c'est une définition qui est assez bonne. Mais mais les bouddhistes se foutent de la religion fondamentalement. Ce qu'ils regardent, c'est le Bouddha, les patriarches, les moines, la tradition. Donc, c'est, si on entend la religion au sens clérical catholique, évidemment, on aura des petits problèmes, mais si on voit ça d'une manière plus sociale et générale, en disant que bon, c'est une immense tradition avec des différents niveaux et différentes manières de pratiquer. Et c'est la même chose dans le christianisme. Hein. Vous n'êtes pas chrétien de la même manière quand vous êtes portugais, grec ou coréen. Mm. Donc, et c'est ça qui fait la force des différentes traditions. Et alors là, vous le voyez bien, vous interviewez des gens qui sont dans le zen, mais aussi dans d'autres traditions. Et finalement, tout ça, c'est la religion qui structure. Mm. Il y aurait que de la spiritualité. En réalité, les interviews seraient toutes les mêmes, peut-être. Je,
j'interviewe aussi des personnes qui se revendiquent juste voilà, d'avoir une pratique en dehors de tout Ouais, contexte, mais finalement, il y a toujours un contexte derrière, ouais, il y a toujours une trace, il y a toujours une continuité. Enfin, il n'y a pas de génération spontanée. ouais. On n'est jamais vraiment isolé. Mm. Donc, ouais, je voulais vraiment vous remercier pour tout ça parce que vous avez raconté beaucoup de choses et, euh, et c'est bien parce que ça complète bien avec la lecture du livre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre la vidéo en ligne dès ce dimanche, si j'ai un peu le Ouais, temps. Je vous enverrai le lien si vous voulez le partager ou même le ouais, regarder, ouais, histoire de... ouais. Oh, là, j'étais bien. Et voilà. Et, euh, et donc, je vous remercie encore pour ce temps. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Parce que, voilà, Merci beaucoup pour cette déjà bien. écoute et ces questions, hein, très, très intéressant. Et puis, c'est toujours bien d'échanger. Puis j'avais regardé un petit peu le style des entretiens avant. Je connaissais pas la chaîne Mm. avant le contact, mais très gros travail en tout cas. Donc bravo, hein. Oh, c'est que du bonheur, comme on dit dans la télé-réalité. Ouais. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.